Bonjour et bienvenue sur ma chaîne avec Malice. Aujourd'hui, on attaque le troisième volet du procès explosif de Karen Read. À travers ce procès, on essaye de comprendre ce qui a pu arriver à John O'Keefe dans la nuit du 28 au 29 janvier 2022. John O'Keefe a été retrouvé mort à 6 h du matin lors d'une tempête de neige. Il n'avait que 46 ans. Il faisait partie des forces de police de la ville de Canton. Le médecin légiste a conclu à une mort par hypothermie suite à un traumatisme crânien sévère. Aujourd'hui, ce sont les témoignages des personnes d'intérêt dans cette affaire et on commencera par Jennifer McCabe qui expliquera en détail son point de vue, ce qui lui est arrivé cette nuit-là. Mais en attendant, je vais faire un petit récapitulatif pour que tout le monde soit à la même page. Nous sommes dans la petite ville de Canton, au Massachusetts. Cette nuit-là, il y a une tempête de neige qui commence. Plusieurs amis se réunissent dans un bar pour boire un verre. À la fin de la soirée, vers minuit, Nicole et Brian Albert invitent tout ce petit monde à boire un dernier verre chez eux. Karen et John, après un petit moment de réflexion, disent à Jennifer McCabe qu'ils vont venir. Selon le procureur, John et Karen ne rentreront jamais dans la résidence des Albert. Déjà parce que Karen est allée se coucher. Mais avant, elle a percuté John avec sa voiture alors qu'il sortait pour rejoindre la porte d'entrée de la maison des Albert. Et toujours selon Adam Lally, Karen a fait cette marche arrière intentionnellement. Ils venaient de se disputer dans la voiture. Elle était furieuse, mais surtout, elle était ivre. Elle est accusée du meurtre au second degré sur John O'Keefe. Mais pour les avocats de Karen Read, leur cliente a été piégée. Karen est bien allée se coucher, mais avant, elle avait déposé John, qui est bien entré dans la résidence des Albert pour prendre un dernier verre. Mais Brian Albert, Higgins et Colin l'ont amené au sous-sol pour lui donner une correction et ils ont frappé trop fort. Ne sachant que faire du corps de John, Brian l'a jeté devant sa maison, près du trottoir. Puis les trois ont continué la soirée comme si de rien n'était. Ensemble, ils ont eu l'idée de faire porter le chapeau à Karen Read qu'ils ne connaissaient pas. Cet acte abominable contre John fait que toutes les personnes présentes dans cette maison deviennent complices et les avocats de Karen Read savent qu'ils sont au courant grâce au texto de Jennifer McCabe. Les jurés vont devoir choisir entre ces deux versions et vous aussi. Et en attendant, on donne la parole à Jennifer McCabe qui est très contente d'être là. Elle peut enfin s'exprimer parce que cela fait 2 ans qu'elle est considérée dans la ville de Canton comme étant la complice de meurtriers. Depuis tout ce temps, toutes les personnes présentes à l'après-soirée chez les Albert sont sous le feu des projecteurs et ils ont vu leur vie devenir un enfer. Jennifer McCabe connaît John depuis qu'il s'est installé chez sa sœur, depuis qu'il a adopté ses neveux et nièces. Jennifer connaissait très bien sa sœur. Depuis, John O'Keefe est devenu un très bon ami de Jennifer et de son mari, Matt. Elle dit à la barre qu'elle connaît Karen depuis janvier 2020. John les a présentés. Et Jennifer aimait beaucoup Karen. Elle l'a trouvée très gentille. Et elle dit ensuite que John ne s'est jamais plaint de ses relations avec Karen. Pour elle, le couple allait très bien. La soirée du drame, le 28 janvier, est un vendredi. Le soir, il y avait un match de basket pour une de ses filles. Un match très important. Et à la fin, elle a appris que sa fille avait été recrutée par une équipe semi-professionnelle. Et après cette nouvelle, son mari et elle décident d'aller rejoindre Nicole, qui est au Waterfall Bar and Grill. Nicole, c'est sa sœur. Quand ils arrivent, il est à peu près 9 h du soir. Il y a Nicole, Chris, Albert et Julie, sa femme. Chris, c'est le frère de Brian. Vers 22 h, Brian Albert arrive, suivi quelques minutes après par Higgins. Jennifer sait que Higgins, c'est un ami de Brian. Vers 23 h, elle voit arriver John et Karen. Elle leur fait signe de la main et tous les deux viennent se mettre à leur table. Jennifer se rappelle avoir parlé avec John et ensuite, pendant la soirée, elle a aussi parlé à Karen Read. Toutes les deux ont parlé du fait qu'il était difficile pour un couple d'éduquer des enfants. Surtout que John semblait frustré par rapport aux décisions que prenait Karen. Elle gâtait trop les enfants. Pour Jennifer, elle a eu une conversation entre copines qui ventilent sur leur couple. Rien d'inquiétant. Elle explique que dans le bar, l'ambiance est bonne. Elle est avec des amis et de la famille. Tout va bien. Et quand Nicole se lève et invite tout le monde à aller finir la soirée chez elle, Jennifer est ravie. Elle est contente, déjà elle va voir son neveu, Junior,
Il fête son anniversaire, ses 22 ans, et elle pourra lui faire un gros bisou. Junior est chez lui avec 2 amis et Colin. Et justement, Chris Albert qui est là, lui, décide de ne pas venir. Il est fatigué et il va rejoindre sa femme qui vient de partir parce qu'elle avait extrêmement mal à la tête. Jennifer essaye de convaincre John et Karen de venir chez les Albert. Au début, ils sont un peu hésitants, ils ne connaissent pas vraiment Brian et Nicole. Mais petit à petit, ils décident de venir. Jennifer se rappelle être sortie avec Karen. Il commençait à neiger. Matt, son mari et John étaient allés chercher un dernier verre pour la route. Sur le trajet, John la texte pour avoir l'adresse exacte. Mais comme elle conduit, elle le rappelle en main libre. Mais quelques minutes après, John rappelle. Et donc c'est Matt qui lui indique comment se rendre à Fairview Road, au 34. Quand le couple McCabe arrive chez les Albert, elle se gare directement dans l'allée. Elle dit que vers minuit 20, elle et Matt sont rentrés par la porte d'entrée de l'allée, qui est en fait l'entrée principale de la maison. Le couple se rend directement dans la cuisine, là où il y a Junior, avec 2 jeunes filles. Elle dit aussi que Nicole est là, sa sœur, elle a déjà un torchon à la main. Elle voit qu'il y a Higgins tout seul sur le côté. Quant à Brian, il revient dans la cuisine. Quelques minutes après, alors que tout le monde discute, Juliana Nagel se lève parce que son frère vient la chercher. Mais elle veut lui dire qu'elle reste ici, elle veut continuer la soirée. Donc elle sort. À ce moment-là, Junior, qui regardait par la fenêtre, dit qu'il y a une autre voiture. Donc Jennifer se lève et elle va vers la porte d'entrée de la cuisine. À travers la vitre, elle voit la voiture de Karen. Elle se rappelle que le SUV noir de Karen avait les phares allumés. Il n'y avait pas de lumière à l'intérieur de la voiture, donc elle ne voit pas dedans. Et en plus, il commence à neiger. Sa vision n'est pas parfaite. Elle repart s'asseoir à la table de la cuisine où il y a son téléphone portable et elle écrit un texto à John. « Vous êtes arrivé ?» Ce texto est inscrit à minuit 27. Elle n'a pas de réponse. Elle continue à parler avec le groupe et au bout de quelques minutes, alors que Juliana est revenue, elle se relève pour voir ce que font Karen et John. Elle remarque que le SUV a maintenant changé de place. Il n'est pas juste devant la maison, il est maintenant au niveau du porte-drapeau. Elle revient à la table de la cuisine où elle inscrit un nouveau texto pour John. « Garez-vous derrière moi. Il est exactement minuit 31. » Et au bout de quelques minutes, ne les voyant pas arriver, elle se lève et elle regarde encore une fois par la fenêtre. Et là, elle voit le SUV noir de Karen partir. Elle revient à la table de la cuisine où elle marque « Hello ». John ne lui répond pas. Elle écrit « Mais où êtes-vous » à minuit 42. Toujours pas de réponse. Jennifer ne s'inquiète pas, elle se dit qu'ils ont décidé de rentrer. Ils étaient fatigués et en plus, tout le monde avait beaucoup bu. Et donc Jennifer continue la discussion avec le groupe autour de la table. Quand le procureur lui demande si quelqu'un a quitté la pièce, elle dira qu'une fois, Brian et Higgins sont partis dans une autre pièce. Mais cela n'a duré que 2-3 minutes pour ensuite revenir. Donc, à part Juliana qui a fait un aller-retour vers l'extérieur, pour elle, tout le monde est resté là. Et vers 1h45 du matin, Jennifer et Matt décident de rentrer. Le couple s'est proposé pour amener Juliana et Sarah, les copines de Junior. Donc, ils vont sortir tous les 4 de la maison, par la porte de l'allée, pour se rendre à la voiture de Jennifer. À ce moment-là, c'est Matt qui va conduire. Rien n'attirera leur attention. Après avoir amené les 2 jeunes filles, ils arrivent chez eux vers 2h du matin. Jennifer et Matt vont au lit. Jennifer n'a pas sommeil. Elle a pensé à quelque chose toute la soirée. C'est cette équipe qui veut recruter sa fille. Donc, alors qu'elle est au lit, elle commence à chercher des renseignements sur cette équipe de basket. Et elle dira qu'elle s'endort. Et à 4h53 du matin, le téléphone sonne. Elle trouve son téléphone dans le lit. Elle regarde qui l'appelle. C'est Kelly O'Keefe. Et Kelly est tout affolée. Elle lui dit que John n'est pas rentré cette nuit. Et derrière, elle entend Karen qui crie. She was just screaming, Jen, Jen, Jen! Quand Karen prend le téléphone, elle est agitée. Jennifer comprend que elle et John se sont disputés hier soir et qu'elle a laissé près du Waterfall Bar and Grill. Karen ne comprend pas pourquoi il n'est pas rentré. Jennifer est désorientée, elle s'assoit dans le lit, elle essaye de se réveiller. Son mari allume la lumière. Elle essaye de rassurer Karen et elle lui dit que peut-être John est allé dormir chez quelqu'un. Il a des amis près du Waterfall Bar and Grill.
Et donc, elle raccroche. Et au moment où elle cherche un ami à appeler, son mari lui dit « Mais attends, on a vu la voiture de Karen devant chez les Albert. Elle ne l'a pas laissée au Waterfall Bar and Grill. » D'un coup, ça fait du sens pour Jennifer et elle souhaite rappeler Karen. Mais elle n'a pas son numéro de téléphone. Donc, elle appelle Kerry Roberts, la meilleure amie de John. Elle décide de la réveiller. Kerry Roberts répond. Jennifer lui dit que John n'est pas rentré. De suite, Kerry est affolée et elle lui dit qu'elle va venir la rejoindre chez elle. Elle lui donne aussi le numéro de téléphone de Karen. Jennifer rappelle Karen et elle entend qu'elle est maintenant en voiture. Karen lui dit alors qu'elle ne se rappelle pas être allée chez les Albert, que hier elle avait beaucoup bu. Elle lui dit qu'elle cherche John partout. Quand les deux raccrochent, Jennifer essaye d'appeler John, de le texter, mais bien sûr il ne répond pas. Elle descend dans la cuisine et se fait du café. Et quelques minutes après, elle entend crier à l'extérieur. Elle va vers sa porte d'entrée et quand elle l'ouvre, c'est Karen Reed qui est venue en voiture jusqu'à chez elle. Karen n'arrête pas de crier le nom de Jennifer. Qu'elle a pu le percuter aussi, qu'elle a pu lui faire du mal parce que son phare arrière est cassé. Jennifer lui dit « Calme-toi, il a dû rentrer à la maison ». En pyjama, elle prend son manteau et avec Karen, elles sortent. C'est Jennifer qui veut conduire la voiture de Karen parce qu'elle est complètement agitée. Au moment où elles arrivent près de la voiture, Kerry Roberts se gare devant chez Jennifer. Et les trois décident de revenir chez John. Il a dû rentrer depuis. Mais quand elles arrivent là-bas, il n'y a personne, il n'y a que Kelly. Jennifer dit alors qu'elle est restée 3-4 minutes à parler à Kelly. I promised Kaylee. I promised Kaylee that I would find John and everything was going to be okay. Les trois repartent à la recherche de John en voiture. C'est Kerry qui conduit et elle demande à Karen où chercher. Karen ne sait plus. And I say, Karen, we saw you outside of my sister's. Karen dit qu'il faut aller chercher du côté de la résidence des Albert. She told me that she didn't remember going there. And then she started yelling. And then she was saying, did I hit him? Could I have hit him? Et quand elles arrivent près du porte-drapeau, devant la propriété des Albert, Karen pousse un cri. Quelques secondes après, elle ouvre la portière et part en courant vers la neige. Jennifer regarde partout, mais elle ne voit rien. Kerry se tourne vers elle et elle lui dit « Elle est folle ». Mais à ce moment-là, Jennifer aperçoit un monticule, là où s'est agenouillée Karen. Et elle comprend. Elle comprend que c'est John. Le temps qu'elle enlève sa ceinture de sécurité, elle aperçoit Karen s'enlever son manteau et le poser sur le monticule. Elle prend son téléphone et appelle le 911. Pendant qu'elle est en communication, elle voit que Kerry essaye de réanimer John. Karen, elle, essaye de faire du bouche à bouche, mais elle a du mal à rester concentrée. Elle n'arrête pas de se lever et crier. 3 minutes après, le premier policier est là et leur demande de se pousser. Les ambulanciers arrivent. Elle dit qu'elle est pétrifiée. Elle ne comprend pas ce qui a pu se passer. Puis Jennifer dit qu'à ce moment-là, Karen s'est retournée vers un pompier ou un ambulancier. You indicated that the defendant said, I hit him, is that correct? Yes. Is that something that she said once or more than once? 3 times. I hit him, I hit him, I hit him. Mais pour Jennifer, à ce moment-là, Karen est en train de devenir folle de tristesse. À un moment donné, le policier leur demande d'aller s'asseoir à l'arrière de sa voiture. Il faut qu'elle se réchauffe. Il fait moins de 10 degrés et les femmes sont en train de geler sur place. Jennifer, elle, appelle son mari, Matt, pour lui expliquer ce qui vient de se passer. Elle essaye aussi de joindre sa sœur, Nicole, et Brian, qui habitent juste en face, mais ils ne répondent pas. Au bout de quelques minutes, Karen sort en courant. Elle n'arrive pas à rester sur place. Jennifer la suit. And then at that point, she grabbed my hands and she said, Google hypothermia, Google how long it takes to die in the cold. Jennifer, qui a encore son téléphone à la main, essaye de marquer combien de temps faut-il pour mourir de froid. Mais elle a les mains gelées, elle tremble. Et surtout, Karen n'arrête pas de la secouer, de lui secouer le bras. Elle fera plusieurs tentatives, mais elle n'arrivera pas à faire une recherche. À ce moment-là, les ambulanciers transportent John dans l'ambulance. Les trois le regardent passer. Karen n'arrête pas de crier. Jennifer ne sait plus quoi faire. Elle s'aperçoit que Kerry est en train d'appeler la famille de John. Jennifer décide de rentrer dans la maison de sa sœur.
et elle est accompagnée de 2 policiers. Quand elle entre dans le rez-de-chaussée, personne n'est réveillé. Elle monte à la chambre de sa sœur et elle essaye de les réveiller. Le premier à émerger, c'est Brian. Mais sa sœur met un temps infini avant de comprendre ce qu'elle est en train de dire. John vient d'être retrouvé à 5 mètres de leur fenêtre. Ensuite, elle redescend au rez-de-chaussée. Son mari, Matt, vient d'arriver. Elle essaye de joindre Karen et l'hôpital pour savoir comment va John. À 8h30, elle apprend que John est décédé. Quand elle raccroche, Jennifer est déboussolée. Elle n'arrête pas de pleurer. Et le summum, c'est quand Julie, la femme de Chris, vient avec des donuts et du café pour l'anniversaire de Junior. Elle demande à Matt et à Brian de la raccompagner chez elle. Ensuite, Jennifer explique que pour sa famille, la vie a été extrêmement dure après la mort de John. Déjà, elle a perdu un ami très cher. Mais surtout, elle a été harcelée par le fan club de Karen Reed. Ils ont traîné sa famille dans la boue. Ses filles ont été obligées de changer d'école. Ils ont reçu des menaces pour les dissuader de témoigner. Depuis 2 ans, ils vivent constamment dans la peur. I am a witness. That's all I am. I am not on trial. I am a witness. And these people are terrorizing me. Stand as to that part. I'll strike. Et elle ajoute qu'elle n'a pas menti à propos de sa fille, Allison. Elle a effacé la correspondance avec elle pour la protéger, pour qu'elle ne soit pas traînée dans cet enfer. Ensuite, le procureur lui demande si John est entré chez les Albert. Et elle répond que non. Est-ce que Colin Albert était présent? Elle dit que non, elle ne l'a pas vu ce soir-là et elle n'a pas vu non plus sa fille, Allison, qui a ramené Colin. Quand c'est le moment du contre-interrogatoire, Alan Jackson ne va pas y aller de main morte. Et ils sont très bons. Il relève dans le témoignage de Jennifer des choses qui sont bizarres. La défense commence en disant que Jennifer ne se rappelle pas avoir vu le chien des Albert quand elle est rentrée le matin à 6h30 chez eux. Elle ne se rappelle pas l'avoir entendu aboyer, alors qu'il y avait des étrangers dans la maison. Pour lui, ce n'est pas normal. Il joue aussi beaucoup sur sa mémoire. 2 ans se sont quand même écoulés depuis. Et puis, ils lui font remarquer qu'il y a une inconsistance dans son témoignage, qui n'est pas le même que celui qu'elle a fait en 2022 devant le grand jury. Jennifer ne se rappelle plus exactement des mots qu'elle a dit il y a 2 ans. Alan Jackson lui fait remarquer qu'elle n'a jamais dit en 2022 que Karen avait dit « je l'ai percuté, je l'ai percuté, je l'ai percuté ». En 2022, Jennifer avait témoigné que Karen avait dit « j'ai pu le percuter, j'ai pu le percuter, j'ai pu le percuter ». Pour Alan Jackson, Jennifer ment maintenant. Le problème aussi pour Alan Jackson, c'est qu'à 2h du matin, quand ils sont partis, elle était assise côté passager et quand Matt a roulé pour rentrer chez eux, elle était près de là où était déposé le corps de John. Pourquoi ne l'a-t-elle pas vu? Comment c'est possible? Mais Jennifer explique que quand ils sont montés dans la voiture, ils étaient 4. Juliana et Sarah étaient assises à l'arrière. Elle s'est retournée entre les 2 fauteuils pour leur demander l'adresse. Et ensuite, elles ont discuté. Elle n'a jamais regardé dans le jardin des Albert. Et quant au texto qu'elle a effacé avec sa fille, Allison, cette correspondance, c'était pour la protéger à elle. Ce soir-là, Allison lui a menti. Sa fille de 17 ans, alors que les policiers enquêtent sur un meurtre, au lieu de dire qu'elle avait ramené Colin et qu'elle était partie à une autre soirée, jusqu'à 2h du matin, elle a dit qu'elle avait ramené Colin, puis qu'elle était rentrée chez elle. C'est la version qu'elle avait dit à sa mère. Et elle ne voulait pas que sa mère découvre qu'elle était rentrée extrêmement tard ce soir-là. Donc elle a menti à sa mère, mais elle a menti à la police. Et quand Jennifer s'en est rendue compte, elle a commencé à effacer tous les textos avec sa fille et aussi la localisation de son téléphone. Mais les policiers s'en sont rendus compte, et Alan Jackson aussi. Et pour lui, cela veut dire qu'elle essaye de cacher des choses. Et quant au texto de 2h27, eh bien Jennifer ne peut rien dire de plus. Absolutely not. I did not make that search at that time. Elle promet, elle jure qu'à 2h27 du matin, elle n'a jamais écrit combien de temps faut-il pour mourir de froid, avec une faute d'orthographe. Et demain, dans le petit supplément, on parlera de l'experte qui a analysé les textos de Jennifer et c'est extrêmement intéressant. Pour moi, elle m'a convaincue. Ensuite, la prochaine personne à être appelée, c'est Matt,
son mari. Et lui, Matt, il n'a pas bu de la soirée. Il était en plein régime pour perdre du poids. Il dira exactement la même chose que sa femme. Mais lui, il n'a vu la voiture de Karen qu'une fois. Il ne s'est pas levé 3 fois. Et quand c'est le moment du contre-interrogatoire, David Yannetti est extrêmement agressif. Et Matt sera obligé de tout repréciser. Il n'y a eu aucun moment d'agressivité dans la soirée. Il n'a jamais vu Chloé chez les Albert. Il ne l'a même pas entendue. Et surtout, il n'a jamais vu John chez les Albert. La dernière fois, c'était au bar. By the way, sir, is this funny? I'm sorry. This is not funny, sir. Not at all. It's been 2 years of misery. Yeah. Well, Okay. you're smiling now. That's why I asked. You keep repeating the same question. Quand c'est au tour de Brian Albert de venir à la barre, il est très content. Lui aussi, il veut se défendre de tout ce qui a été dit sur lui depuis 2 ans. Sur lui et sa famille. Il explique qu'il n'est pas violent, comme les avocats de la défense ont dit pendant 2 ans. Il a fait partie des Marines, certes, mais il est à la retraite maintenant de la police. Il a fait de la boxe, oui, mais il n'est pas remonté sur un ring depuis 20 ans. Il explique aussi qu'il a toujours été dans la police et que son frère, son petit frère, est actuellement le détective de Canton. Il ne s'en cache pas, c'est comme ça. Mais c'est pas son frère qui a mené l'enquête. Ensuite, le 28 janvier, il y avait 2 choses importantes pour lui. La première, c'est que le soir, son fils avait réquisitionné la maison pour quelques heures pour faire la fête avec des amis, avec 2 copines et Colin, son neveu. Mais la deuxième chose, c'est que le matin du 28, il était à New York, à des funérailles d'un ancien policier qui est mort pendant son service. Un policier qu'il connaissait très bien. Lui et Higgins étaient aux funérailles toute la journée. Et en fin d'après-midi, ils sont revenus à Canton, en voiture. Ils ont mis 4 heures pour arriver. Quand Higgins l'a déposé devant sa voiture, il a reçu un appel de sa femme, Nicole, qui lui dit que leur petit groupe est en train de boire un verre au bar. Elle lui demande s'il va se joindre à eux. Et il dit oui, et en même temps, il propose à Higgins. À 22 heures, quand il arrive, il rencontre tout le monde. Il est content d'être là. Ça lui change de sa journée. Quelques minutes après, Higgins va arriver au bar. Higgins ne connaît pas grand monde. Donc il s'assoit à côté de Brian et tous les deux vont parler. À 23 h, quand John et Karen arrivent, ils se mettent à l'autre bout de la table. Durant la soirée, il ne parlera à John qu'une seule fois, pour savoir un point sur le travail. Et ensuite, c'est tout. Il dit ne pas avoir parlé avec Karen cette soirée-là. Il n'a pas socialisé avec elle. Il ne la connaît pas. Au moment de partir, quand Nicole invite tout le monde à prendre un dernier verre chez eux, Chris, son frère, lui dit qu'il va rentrer. Il est fatigué et il va rejoindre sa femme, Julie. Il sait à ce moment-là que Higgins et Jennifer vont venir. Quand il arrive, il ne sait pas comment, mais Higgins a été plus rapide qu'eux et il l'attend devant leur maison. Il est garé près de la boîte aux lettres. Il a une Jeep et en plus, sur le devant de la Jeep, il a une lame, comme un chasse-neige. Brian est le premier à rentrer chez lui. Il passe par la porte de l'allée, la porte principale. Et quand il rentre, il voit son fils Junior avec Juliana et Sarah, 2 amis qu'il connaît. Il y a Colin aussi. How long was Colin at your house? No more than 5 minutes. And where did he go? He left. He just said he was getting picked up. Brian, lui, monte pour aller aux toilettes. Ensuite, il prend son chien, il descend avec et il la met dehors pendant 2-3 minutes pour qu'elle se soulage. Puis il la remet dans la chambre à l'étage et il redescend, il rentre dans la cuisine. Il voit que tout le monde est autour de la table de la cuisine, sauf Higgins qui est sur le côté. Donc il lui demande s'il veut boire quelque chose. Higgins lui dit un whisky, il lui sert et lui-même se prend une bière. Les deux vont se mettre à l'écart et ils vont parler de leur journée, de leur triste journée. À un moment donné, Brian amènera dans la pièce d'à côté Higgins pour lui montrer les photos de son fils aîné, qui est Marines, tout comme lui il a été et comme Higgins. Il est très fier de lui montrer ces photos-là, mais ça ne dure que 2-3 minutes. Ensuite, il revient dans la cuisine avec tout le monde. Vers 1 h du matin, quand Higgins part, Brian dit à tout le monde au revoir et il va se coucher. Vers 2 h, sa femme vient le rejoindre. Tous les deux feront un câlin et ensuite il s'endort. Le lendemain, il est réveillé vers 6 h 30 du matin par Jennifer qui déboule dans leur chambre. Il met du temps avant de comprendre que c'est John qui a été retrouvé devant chez lui. Il ne savait même pas qu'il allait venir.
Et cette nouvelle l'attriste énormément, parce que même s'il ne connaît pas bien John, il connaît l'histoire de John. Il sait qu'il a élevé son neveu et sa nièce après que sa sœur et son beau-frère soient morts. Brian dit qu'il aimait bien John. Et quand il est descendu au rez-de-chaussée, il y avait 2 policiers qu'il connaissait et ils ont commencé à parler. Brian sait que ces policiers ne seront pas en charge de l'enquête. Et il sait aussi qu'il n'a pas intérêt de sortir sur la scène d'accident, parce que pour lui, à ce moment-là, c'est un accident. Il ne veut pas déranger les policiers qui travaillent. Quand les policiers qui sont là partent, il appelle Higgins pour lui dire ce qui vient de se passer. Il essaye aussi de réconforter Jennifer, mais elle semble inconsolable. Il dit que Higgins arrive vers 8h30. Et à 9h, Julie, la femme de son frère, arrive avec des donuts et du café pour l'anniversaire de Junior, qui lui ne s'est même pas réveillé. Mais à 10h30, Matt l'appelle pour lui dire que Jennifer est en état de choc. Il souhaiterait que lui et sa femme Nicole viennent, mais Nicole ne veut pas sortir. Il y a quand même une tempête dehors, il y a un blizzard. Quand il arrive chez les McCabe, les policiers d'État arrivent en même temps. Brian ne les connaît pas, il n'en connaît aucun. Et c'est Michael Proctor, vous vous rappelez de Michael Proctor, qui lui dit d'aller dans une chambre, de s'enfermer et qu'ils vont venir l'interroger. Puisqu'il est là, ils vont faire d'une pierre 2 coups. Brian insiste bien sur le fait qu'il n'a jamais vu John chez lui. Il n'est jamais rentré. La dernière fois qu'il a vu, c'était au Waterfall Bar and Grill. Et quand c'est le moment du contre-interrogatoire, la tension dans la salle monte. Brian est le premier suspect. Pour Alan Jackson, c'est lui le tueur. Il s'est engagé au début du procès à le prouver. Alan Jackson explique à tous les jurés que Brian, étant un ancien policier, il est habitué à parler à la barre, qu'il ne faut pas se laisser leurrer. Ensuite, il montre des vidéos du bar, où l'on voit, d'après lui, Brian et Higgins en train de se battre. Mais Brian dit que non, les deux sont d'anciens boxeurs. Ils faisaient les fous, ils s'amusaient. Alan Jackson veut aussi faire dire à Brian qu'il connaît très bien Karen Reed. Il l'a vue le 15 janvier. Brian ne s'en rappelle pas réellement. Mais c'est vrai que le 15 janvier, il est sorti avec tout son petit groupe. John est venu. Il ne se rappelle pas s'il était accompagné. C'est la première fois qu'il a parlé à John, le 15 janvier. Alors Alan Jackson lui montre une photo. Sur cette photo, il y a John et lui. Et il lui demande qui a pris cette photo. Et il s'avère que c'est Karen Reed. Brian ne le savait pas. Alan Jackson veut savoir aussi pourquoi il s'est débarrassé de Chloé. Pourquoi juste après le meurtre de John O'Keefe. Et Brian sera clair. En mai 2022, son chien Chloé a attaqué un petit chien. Il y a eu un procès et il devait faire euthanasier Chloé. Mais il n'a pas voulu. C'est un chien qu'ils avaient depuis 7-8 ans. Ils l'adoraient. Donc ils ont trouvé une agence qui a confié ce chien à une autre famille. C'est pour ça qu'ils ne l'avaient plus en leur possession quand ils ont demandé un test ADN. Et ça, c'est le plus dur pour Alan Jackson. Il veut démontrer à Brian que sa théorie est la bonne. Il demande à Brian s'il était possible d'amener John dans le sous-sol sans que personne ne le voie. Brian dit que non. Pour aller dans le sous-sol, il faut passer devant la cuisine. Mais Alan Jackson ne s'arrête pas là. Il lui demande ensuite s'il est possible pour lui, pour Brian, de sortir le corps de John du sous-sol sans se faire remarquer. En passant par la trappe, par exemple. Mais Brian dit que cette trappe, ils ne l'ont jamais utilisée, ils ne l'ont jamais ouverte. Elle est rouillée, vieille et cassée. Il ne sait même pas si on peut l'ouvrir. Et puis bien sûr, Alan Jackson a toujours une petite pépite. Ils ont trouvé dans le téléphone de Brian un appel qu'il aurait passé à 2h20 du matin à Higgins. Cet appel a duré 1 seconde. Mais Higgins aurait répondu. Et cet appel-là a duré 22 secondes. Sauf que Brian dit qu'il n'a parlé à personne entre 2h du matin et 6h30 du matin. Il dit que non, il n'y a pas eu cet appel. Il n'a appelé personne, il n'a parlé à personne. Et pour lui, après avoir été interrogé plus de 2 heures sur cet appel... Well, I don't know because it was inadvertent. So I have to explain that. Well, it's kind of like a butt dial. I don't like a butt dial. Il dira que c'est un appel passé par la fesse. Brian dort avec son téléphone, tout comme sa femme, dans le lit. Mais lui n'a jamais reçu d'appel.
il n'y a jamais eu de sonnerie de téléphone. Et Alan Jackson dit que cet appel qui a duré 22 secondes, c'est quand Brian Albert a dit à Higgins « Ne t'inquiète pas, je me suis occupé de John O'Keefe ». Le contre-interrogatoire de Brian Albert durera une journée entière. Il n'y a pratiquement rien qui est révélé, sauf, quand même, cet appel placé par la fesse. Le témoignage de Higgins est un des plus importants dans cette affaire. Il est pointé du doigt par la défense comme étant un meurtrier, un des 3 meurtriers de John O'Keefe. Et puis lui, il connaît Karen. Higgins travaille pour l'ATF, c'est un agent fédéral, mais il a ses bureaux au poste de police de Canton. Donc il connaît tous les policiers. Et il connaît très bien Brian. Ils sont très amis tous les deux. Il explique qu'il connaît Karen depuis 3 semaines. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée dans un bar. C'est la première fois où il l'a vue, elle et John. Ils se sont très bien entendus et ils ont commencé à parler. Très rapidement, il a compris qu'il y avait des failles dans le couple Karen Reed et John O'Keefe. C'est du moins ce qu'elle lui a fait comprendre. Mais après la soirée, quelques jours après, elle a commencé à le texter. Elle lui a écrit « Je te trouve très sexy ». Il a été étonné. Il lui a répondu « Tu es sérieuse ou quoi ? Tu te moques de moi ?» Mais Karen répond de suite « Non, très sérieuse ». Higgins lui répondra alors « C'est mutuel ». Une semaine après, le 22 janvier, Karen l'invite chez John à venir voir un match de football. Et donc, il se rend chez John. Les deux passent une très bonne après-midi. Et au moment de partir, c'est Karen qui leur accompagne jusqu'à la porte d'entrée. John n'est pas là. The defendant kissed me. And how did she kiss you? Not like a friend. Lip to lip, is that fair to say? Yes. Les jours qui suivent, les textos montrent que les deux flirtent. Et le 28 janvier, quand Karen et John entrent dans le bar, c'est la première fois que Higgins la revoit depuis le baiser. Quand elle rentre, elle fait un salut collectif de la main et elle se place à l'opposé de Higgins. Durant la soirée, les deux ne se parlent pas. Higgins, lui, ira voir John et lui demandera de venir à l'après-soirée chez les Albert. Ensuite, il se rend à sa voiture, il part chez les Albert, il arrive en premier, il se gare près de la boîte aux lettres et il entre dans la maison des Albert après Nicole et Brian. Il dit qu'il est allé vers la cuisine, mais il ne connaissait pas grand monde, il s'est mis un peu à l'écart, jusqu'à ce que Brian revienne d'avoir sorti le chien et lui propose un whisky. Alors qu'ils parlent tous les deux du policier décédé, Brian lui demande s'il veut voir une photo de son fils qui est dans la marine. Il ne sait même plus dans quelle pièce il va pour regarder cette photo et ils reviennent dans la cuisine. Vers 1h du matin, il dit à tout le monde qu'il doit partir, il est fatigué, il a eu une grosse journée et en plus il doit repasser au poste de police. Il a mal garé la voiture, s'il y a une tempête de neige, plus personne ne pourra sortir. Il dit qu'il arrive chez lui à 1h40 du matin, il se sert de whisky et il s'endort sur le canapé avec le téléphone quelque part. À 6h30 du matin, encore habillé, il est réveillé par la sonnerie de son téléphone. Il voit que c'est Brian qui l'appelle. Il répond, c'est inhabituel, aussitôt. Brian explique qu'ils ont retrouvé John devant la maison, enseveli sous la neige. Higgins n'arrive pas à y croire. Il lui répond qu'il va se changer, se doucher, et il arrive. Higgins admet que pendant cette journée-là, il va appeler Kevin, le frère de Brian, pour savoir où en est l'enquête, pour savoir qui va la reprendre. Il se rendra aussi à Sally Port, là où il y a la voiture de Karen. Mais quand il arrive à 15h, elle n'est pas là. Il repartira. Et quand vient le moment du contre-interrogatoire, Alan Jackson est prêt à en découdre. Déjà, l'avocat dit que c'est Higgins qui drague Karen, qu'il est amoureux d'elle. That's not my question. My question is, you seem to have a problem admitting that you had a romantic interest in my client. Is there a reason for that? I was attracted to her. Right. Physically attracted. I thought she was an attractive woman. Romantically attracted. I'm not going to go there. No, I don't agree with that. Of course you're not going to go there because that would put you in a very awkward position, wouldn't it, sir? Objection. Et ce point-là est très important parce que c'est le motif pour la défense. C'est le motif pour lequel John est mort. Et Alan Jackson explique que ce soir-là, quand il était au bar et qu'il a vu que Karen est rentrée, qu'elle ne lui a pas parlé, qu'elle ne lui a pas dit bonjour, ça l'a vexé et ensuite ça l'a énervé. Quand il demande à John s'ils viennent à l'après-soirée, il veut savoir en fait si c'est Karen qui vient. Higgins est devenu jaloux.
Mais Higgins dit que non. Et au bout d'un certain temps, après plusieurs whisky, Higgins en a parlé à Brian. Il lui a dit qu'il était amoureux de Karen Read et qu'il fallait éliminer John. Et c'est là qu'ils ont créé ce guet-apens, ce piège contre John. Pour l'avocat de la défense, le moment où ils sont censés être allés regarder les photos du fils de Brian, le Marines, c'est là où ils ont attiré John dans le sous-sol, qu'ils l'ont frappé avec Colleen. Mais Colleen, ça sera demain. Ils voulaient lui donner une correction, ils voulaient que John dégage du tableau. Mais ils y sont allés un peu trop fort. John est décédé, les trois sont remontés. Brian, plus tard, a mis le corps de John sur la pelouse de sa maison. À 2h20 du matin, il a appelé Higgins pour lui dire que tout était réglé. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Alan Jackson veut savoir. Ensuite, Alan Jackson lui demande s'il a fait appel à un ami du FBI en février 2022, quelques jours après la mort de John, pour savoir s'il était possible d'extraire des données du téléphone. Higgins dit que oui, il voulait effacer les textos qu'il y avait avec Karen. Il ne voulait pas être pointé du doigt comme celui volant la petite amie de la victime. Mais son ami du FBI lui a dit que c'était impossible. Il n'a rien fait. Pourtant, Alan Jackson lui rappelle qu'il n'a pas donné son téléphone au juge, comme il était prévu en septembre 2022. Higgins est allé sur une base militaire où il a détruit en premier la puce et après le téléphone pour mettre tous ses débris dans les bennes. Mais Higgins nie tout ça et il explique pourquoi. Le 27 juillet 2022, il a reçu un appel téléphonique d'un dangereux suspect, une personne sur laquelle il enquêtait. Cet appel a été fait sur son téléphone personnel et cet homme l'a menacé en lui disant qu'il pouvait maintenant entrer et voler tous ses fichiers personnels. Higgins a hésité un petit moment, mais quelques heures après, il a décidé de se débarrasser de son téléphone. Et le procureur prouve alors que Higgins a bien reçu l'appel d'un truand sur son téléphone. Il a reçu aussi des textos qui l'ont menacé, lui et sa famille. Et pour demain, je vous propose le témoignage de Colleen avec ses parents et les 2-3 dernières preuves qu'amèneront l'accusation. Et mercredi prochain, ce sera la défense qui amène ses experts, le verdict et ce que j'en pense. En attendant, n'oubliez pas de liker et de partager et surtout de profiter de votre été.